Voilà, on vous reparle de ce seuil symbolique des 7000 points pulvérisés par le CAC 40. Seuil qui tient bon ce lundi, donc pour la première fois de son histoire. Bonjour Nicolas Gottsman. Bonjour. Directeur de la recherche de la financière de la Cité, 40% de hausse en un an. Encore une fois, des records qui s'enchaînent, ce record historique. Il faut voir que jamais l'indice parisien ne s'était remis aussi rapidement d'une crise aussi sévère, en aussi peu de mois. Oui, c'est aussi le cas de l'économie, donc c'est plutôt un reflet assez fidèle de la situation. Ensuite, sur le fait d'avoir 7000 points aujourd'hui, je pense que c'est quand même, il faut regarder un peu les choses sur le long terme. Le CAC 40 est né en 88, on était à 1000 points, on a réussi à faire x7 jusqu'à 2000, c'est-à-dire en 12 ans, on a quasiment x7 sur l'indice. Si je regarde les indices américains, en 88, le S&P était à 250, il est monté à 1500, donc c'est à peu près la même hausse, et on va dire que la progression sur ces 12 années-là avait été quasiment équivalente entre donc, ce qui se passait en France et ce qui se passait aux États-Unis. Ensuite, on a réussi à réatteindre à peu près ces niveaux juste avant la crise de 2008, également en France et aux États-Unis. Et ensuite, on voit qu'il y a eu un décrochage qui s'est matérialisé, qui est abyssal entre la situation française et européenne au sens large et celle des États-Unis. Parce que le S&P, depuis 2008, maintenant il est à 4005 et en gros il est 3 fois plus élevé que ce qu'il était en 2008, alors que nous, en France, on revient simplement au niveau d'il y a 20 ans. Donc on a encore quasiment, on a encore 3 fois à faire le chemin du S&P pour pouvoir arriver justement au niveau qu'il a atteint aujourd'hui. Donc on voit qu'il y a vraiment une différence qui est fondamentale entre ce qui s'est passé aux États-Unis, ce qui s'est passé en Europe. Ça, c'est clairement pour moi le résultat des politiques macroéconomiques qui ont été mises en place des deux côtés de l'Atlantique. Et on voit que, en fait, simplement le fait qu'on soit revenu à 7000 points, c'est sans doute aussi parce que la Banque Centrale Européenne a commencé à appliquer, on va dire, une doctrine qui est un peu différente de celle qu'elle avait appliquée les 10 dernières années et qu'elle a été justement beaucoup plus proactive et que ça nous donne une visibilité plus importante pour la suite, d'où la situation actuelle sur les marchés. Ouais. Après, encore une fois, il y a tous ces records dans le monde, toutes ces bourses qui sont au plus haut. Même le resserrement monétaire initié par la Fed n'effraie pas les marchés. Est-ce que certains vont se dire, 7000 points, est-ce que ce n'est pas le retour de l'exubérance irrationnelle pour vous? Non, c'est un retour... Non, je ne crois pas encore une fois. On est simplement revenu au niveau d'il y a 20 ans. Donc, et si je compare ensuite dans ces modèles d'évaluation des actions, en fait, il y a une prise en compte des taux d'intérêt. Il y a 20 ans, on avait des taux d'intérêt qui étaient entre 6 et 7%. Ouais. Et donc aujourd'hui, avec des taux à 0%, en fait, finalement, la valorisation actuelle du CAC 40 est moins élevée qu'elle était il y a 20 ans, justement par le jeu des taux d'intérêt. Donc on a encore une fois un rythme de progrès, enfin je pense... On a un PR de 20, là on était un PR de 30 en l'an 2000. Voilà, donc, Exactement. Et donc ça fait une différence assez fondamentale. Et ensuite, je pense que l'enjeu là maintenant, c'est justement maintenant les banques centrales, que ce soit et la Fed et la Banque Centrale Européenne, ont commencé à changer leur fusil d'épaule, maintenant souhaitent avoir justement une économie qui soit plus forte et arriver à impacter en soutenant la demande de façon assez conséquente sur le court terme, à avoir justement des taux de croissance structurels des économies qui reviennent vers le haut. C'est-à-dire vraiment de sortir de cette idée de la stagnation séculaire. Et c'est-à-dire en gros d'avoir systématiquement, année après année, une croissance qui va baisser. Et justement ce point-là qui était, je pense, dominant depuis 10 ans, est en train de voler en éclats. Et aujourd'hui, on se rend compte que finalement, si on soutient l'économie assez fortement sur le court terme, on peut arriver à avoir des résultats meilleurs structurellement et sur le potentiel des économies à long terme. Et ça, les marchés l'ont compris? Je pense c'est en train de c'est très lent. On va dire depuis un an, on voit les épisodes de montée de taux qui se mettent en place. Ce qui est intéressant, c'est que je pense que c'est en train effectivement de se mettre en place, notamment aux États-Unis, où ils sont un peu plus avancés sur le cycle que nous le sommes. Et on voit par exemple sur l'élévation des taux qu'on a eu, on va dire sur les 2 derniers mois, en fait finalement les anticipations d'inflation n'ont pas tellement augmenté. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'on regarde les modèles qui arrivent à vraiment à complètement disséquer les taux. On voit que les anticipations d'inflation restent sur le 10 ans à 1,90%. Donc en gros, les marchés considèrent qu'il n'y a pas de risque du côté de l'inflation, c'est-à-dire que les banques centrales sont encore crédibles justement dans la volonté de lutter contre l'inflation et qu'on n'ira pas au-delà des 2% sur le très long terme. Par contre, on voit des composants qui concernent plus la croissance réelle qui sont en train de monter. Et justement, ça veut dire que d'une part, que les marchés considèrent que les banques centrales seront en capacité, on va dire dans quelques années, de pouvoir remonter leurs taux sans que ça puisse impacter la croissance et d'avoir justement donc une normalisation de la situation et donc encore une fois des croissances plus fortes à l'avenir. Ce qui explique que cette perspective encore une fois de resserrement monétaire, tapering d'un côté et puis ensuite hausse de taux qui viendra notamment aux États-Unis, ne trouble pas plus que ça les investisseurs parce que pendant très longtemps on se disait bon le tapering ça va faire flipper, si jamais il y a des hausses de taux en même temps aussi, bon a priori non. C'est ça, en fait tout dépend du niveau de la croissance, c'est quelque chose qui doit être la hausse des taux, elle est un problème que c'est pas en absolu, c'est relativement à la croissance. Si on a une croissance qui permet de supporter des taux élevés, eh bien très bien. Et je pense que tout le monde sera content.
content. Si on a des taux un peu plus élevés, les banques sont plus contentes. Il y a plein d'autres entreprises qui sont contentes d'avoir des taux un peu plus élevés qu'aujourd'hui, mais avec justement une croissance qui soit suffisamment forte pour pouvoir justement rendre ces taux-là soutenables dans le temps. Et ce qui s'est passé, on va dire depuis 10 ans maintenant, c'est qu'on relevait les taux, mais avec des niveaux de croissance qui n'étaient pas suffisants pour pouvoir permettre justement cette relevée des taux. Et du coup, en fait, on revenait à une situation où la croissance baissait parce qu'on n'était pas en capacité de l'absorber. Et ce processus-là, il est en train de s'inverser actuellement. Et tout l'enjeu maintenant, parce qu'évidemment, il ne s'agit pas de faire de prévisions où c'est vert dans tous les sens, absolument, c'est la capacité des banques centrales de tenir justement dans le temps ce niveau de discours et de ne pas être heurté justement parce qu'on voit l'élévation de l'inflation sur le court terme là maintenant, de ne pas avoir de retour de bâton, c'est-à-dire qu'ils décident finalement on va abandonner, le risque est trop important, on a trop d'inflation aujourd'hui. À partir de quand, de quel moment, de quel niveau, de quel seuil, est-ce que la Fed notamment, qui est en première ligne, peut potentiellement se déjuger? Pour l'instant, à mon avis, il n'y a pas trop de risque parce que la grosse progression... Si l'inflation reste à 5% pendant encore 6 mois, le problème, c'est que en fait, les gros mouvements d'inflation qu'on a eus, c'était au printemps. Là, maintenant, en fait, depuis le printemps, en fait, quand on regarde mois après mois, alors le chiffre d'inflation annuel est élevé parce que toute la composante qui s'est passée au printemps est encore intégrée là-dedans. Mais par contre, les chiffres qu'on a vus ces derniers mois, en fait, sont plutôt sur la tendance baissière. Donc, on va dire que le risque est en train de s'amenuiser. Vraiment, le gros pic d'inflation, il a eu au printemps. Pour l'instant, ça reste élevé, mais c'est plutôt en train de décélérer. Donc, si on reste sur cette pente-là, à mon avis, il n'y a pas de risque. Et on peut même avoir une situation qui serait un peu, on va dire, subversive, mais qui pourrait être intéressante. C'est que pour l'instant, la Fed a annoncé qu'elle ne leverait les taux que si l'inflation serait supérieure à 2%. Et le fait d'avoir un taux de chômage qui revient au plein emploi n'est pas suffisant. C'est-à-dire que si on avait jamais, la situation aux États-Unis, par exemple, l'année prochaine, à partir du mois de juin ou du mois de juillet, on arrive à une situation qui serait proche du plein emploi. Si à ce moment-là, l'inflation serait revenue proche de 2%, ou à 2%, même peut-être un peu en dessous, comme on peut l'imaginer ça, on peut l'imaginer. On peut l'imaginer. En tout cas, c'est ce que pour l'instant, enfin, les meilleurs prévisionnistes d'inflation pour l'instant, enfin, reconnus, sont l'équipe de la Fed, c'est le Fed Staff, qui eux, pour l'instant, anticipent un retour dans l'inflation à 2% en fin d'année prochaine, et à 2% ou même voire un petit peu en dessous. Si jamais cette situation-là se matérialise, ça voudrait dire que la Fed serait en situation d'avoir une inflation à 2%, en situation de plein emploi, mais ça ne suffirait toujours pas à provoquer une hausse des taux. Pour provoquer la hausse des taux, il faudrait avoir une inflation qui soit effectivement au-dessus de 2%. Et donc, si jamais la baisse qu'on pourrait avoir, on va dire, qui va se matérialiser à partir du mois de mars, sans doute de l'année prochaine, sur l'inflation en termes annuels, est suffisamment forte, on reviendrait à une inflation proche de 2%, et on pourrait encore attendre encore un petit peu pour avoir la hausse des taux. Et donc, on l'aurait en 2023, cette première hausse de taux, ce qui est plus ou moins le... Ce qui est pour l'instant plus ou moins le scénario de la Fed et également pour la BCE, mais ça c'est plus tard. Exactement. Pour celles et ceux qui nous regardent, parce que c'est le sujet aussi, qui pensent qu'on est en pleine bulle avec un CAC 40 à 5000 points et à 7000 points qui se veulent contrariants, qui se disent maintenant il faut vendre, on leur dit quoi? On leur dit c'est un scénario qui peut se réaliser, mais uniquement si les banques centrales se déjugent par rapport à ce qu'elles ont amorcé depuis un an. Si elles continuent sans peur et sans problème l'orientation qu'elles ont prise, je vois mal comment ça peut se réaliser. Et donc voilà, donc pour qu'elles se déjugent, il faudrait que... Il faudrait qu'effectivement avoir des chiffres d'inflation un peu plus élevés, d'avoir que la pression politique soit extrêmement intense sur les banques centrales et d'avoir effectivement une réaction qui soit... On ne voit pas spontanément pour l'instant. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Aux États-Unis, ça se tend quand même un petit peu. On voit notamment avec ce qui se passe au niveau électoral. Joe Biden, il souffre quand même de ce qui se passe avec le niveau de l'inflation. Il a un problème avec ça. Il va choisir de nouvelles personnalités pour intégrer le board de la Fed. On ne sait jamais, on peut y avoir une erreur aussi. Et on pourra avoir un déjugement. Enfin, la Fed se déjuger. Mais pour l'instant, ce n'est pas le scénario central. Mais ça va dépendre effectivement beaucoup des nominations qui vont avoir lieu, on va dire, dans les prochains jours, prochaines semaines. Oui, on en reparlera notamment ensemble. Merci beaucoup. Explication point de vue signé Nicolas Gottsman, directeur de la recherche à la financière de la Cité. Merci. Merci.